Bon, ben, je vous propose que nous commencions cette deuxième journée du chaudron. Je ne, on va laisser la place au contenu, donc je ne vais pas refaire une introduction comme je l'ai faite, s'il vous plaît. Comme je l'ai faite hier à Paris, vous pourrez la voir, ainsi que la conférence inaugurale qu'a faite Aurélien Fouillet hier matin à Paris pour lancer, inaugurer ce chaudron. Ce chaudron, je pense qu'on vous a dit ce que c'était, vous avez vu le programme. Quand on l'a conçu il y a 6 ans avec Sandrine, l'idée était de se dire qu'autour d'une thématique, on invitait en fait, bien sûr, des professionnels de votre future profession, des architectes d'intérieur, des designers, des architectes, des scénographes, mais aussi qu'on pouvait inviter des personnalités qui viennent d'autres champs de la création pour pouvoir, je dirais, vous ouvrir un peu l'esprit sur une thématique qui pourrait d'ailleurs servir d'inspiration pour innerver l'ensemble de la pédagogie à la fois de Paris et Toulon. Donc on a eu de très beaux thèmes depuis 6 ans, le sacré, la propriété, le sauvage, les territoires. Et cette année, la thématique, c'est la thématique de la fabrique. Alors, je pense que vous avez déjà pu lire sur le site ou sur le programme quel était le sens de cette thématique pour vous aujourd'hui, mais je pense qu'elle est assez évidente parce que vous êtes tous et toutes très à l'écoute et très impliqués dans de nouveaux modes de fabrication, des modes de fabrication qui diffèrent peut-être de ce que nous avons tous connu dans les 20 ou 30 dernières années, dans son rapport à l'artisanat, dans le fait de travailler de manière différente, parfois à l'échelle locale. Et Camondo Méditerranée est un des meilleurs exemples de ce que veut dire l'intérêt de s'installer, qu'une école nationale et internationale s'installe à une échelle locale pour pouvoir aussi agir sur son territoire. Et puis aussi se dire que vous avez des perspectives très joyeuses, de nouveaux territoires de fabrication qui peuvent parfois être un peu anxiogènes, que sont les espaces numériques, comment travailler avec l'intelligence artificielle, faut-il ou pas aller dans le metaverse. Voilà, tout ça, ce sont des sujets qui aujourd'hui doivent être traités par nous parce que vous serez amenés dans votre future pratique à investir ces nouveaux espaces de fabrication à la fois de projets mais aussi de fabrication de votre pensée. Alors je remercie toute l'équipe d'abord de l'école ici qui a organisé cette deuxième journée du chaudron, donc toute l'équipe de l'école qui est ici répartie. Un remerciement très particulier à Aurélien Fouillet qui, avec Sandrine, un peu l'aide d'Alexis Markovix, le directeur de la recherche, un peu d'aide aussi de Vincent Torgman, qui orchestrait les chaudrons des années précédentes. Donc c'est Aurélien Fouillet qui a été le grand chaudronnier ou le grand artificier de cette très belle programmation qui est à la fois cohérente et éclectique. Ce sont des conférences qui en fait traversent des thématiques, celles que je vous ai esquissées très rapidement, nouveaux modes de fabrication, nouveaux systèmes, nouveaux attelages, et question de la localité aussi, et aussi de nouveaux territoires de production et de fabrication de vos projets et de la pensée. Donc d'abord, merci beaucoup Aurélien, à qui je vais céder la parole, puisque il te revient d'animer cette deuxième introduction du chaudron, avec cette année une particularité, puisqu'on a décidé de donner la parole pour ouvrir cette deuxième journée à de brillantes et brillants étudiants jeunes diplômés de l'école Camondo, mais de Camondo au sens large, on va dire Camondo at large, puisque pour certains et certaines d'entre vous, certains ont suivi toute leur scolarité à Toulon, d'autres étaient d'abord originaires de Camondo Paris, et puis ont fait une partie de leur cursus ici et ont tous présenté des projets qui disait quelque chose de vraiment intéressant sur cette nouvelle manière de fabriquer des projets, de s'inscrire dans des territoires, de créer des systèmes de production, ou d'être, je dirais, d'être dans des démarches où la question des ressources et des matériaux avec lesquels vous allez potentiellement travailler est aussi traitée. Donc je n'en dirai pas plus parce que c'est à Aurélien maintenant de prendre la main pour que Clément, Valérie, Marion et Margot
c'est ça, on voit ça, vous présentent leur projet, et je trouve que c'est finalement une très belle manière d'introduire cette journée que de donner la parole aux étudiants, et ce qui vous donne, je pense, de très belles perspectives et de joyeuses envies de voir ce qu'elles et ils ont réalisé, et avec quelle matrice de pensée. Voilà. Merci à toutes et à tous, et Aurélien, c'est à toi de jouer. Je n'ai rien oublié? Ça va? Merci René Jacques, merci Margaret d'accueillir ce deuxième jour et à toute ton équipe. Alors oui, le thème de la fabrique, René Jacques l'a évoqué, donc je ne vais pas y revenir plus que ça, mais juste peut-être une chose, c'est ce thème, c'est aussi l'occasion de mettre en avant le fait que votre génération, plus particulièrement, a une occasion qui est assez rare finalement dans les sociétés humaines, qui est de repenser son mode d'organisation, son mode de production, son mode de relation. Et ce thème de la fabrique, c'est aussi bien, comme l'a dit René Jacques, une question qui interroge l'industrie. Qu'est-ce que c'est finalement qu'un outil de production ? Comment il va se manifester, comment les concepteurs peuvent s'en emparer pour justement adresser des enjeux environnementaux, sociaux, culturels. Mais c'est aussi fabriquer des récits. Hein. Vous avez certainement entendu ces nombreux appels à de nouveaux imaginaires, à de nouveaux récits capables de nous donner en fait d'autres représentations du monde pour interagir avec nos environnements. Et puis la fabrique, c'est aussi fabriquer cette discipline. Qu'est-ce que c'est finalement que l'architecture d'intérieur? Qu'est-ce que c'est que le design? Est-ce que c'est la même chose qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 100 ans? Est-ce qu'il y a des questions qui traversent l'histoire de vos disciplines qui sont réactualisées? C'est tous ces thèmes-là finalement qu'on a voulu aborder avec ces 2 jours de Chaudron. Et je vous invite évidemment à regarder les vidéos et les captations des interventions qui ont eu lieu hier à Paris, et puis à assister autant que faire se peut à celle d'aujourd'hui, qui, moi-même je suis très intéressé, très curieux d'entendre aussi bien Tony Joanneau, que je salue, qui est déjà arrivé, Laurine Schott également, Emmanuel Bonnet, Camille Bosquet, Samuel Rémy, Manuel Bello-Barcano, Anna Lecorneau, Goliath Dièvre, Nicolas Barre, Paul Davé, Victor Misters. Tous ces gens-là ont un propos qui résonne avec ce thème de la fabrique. Alors, j'en dirai pas plus, vous verrez ce qu'ils ont à vous raconter. Et peut-être juste, effectivement, introduire vos camarades, vos pairs qui sont ici. Et effectivement, moi, je trouve que c'est très important pour une école de donner la parole à ceux qui ont été formés dans cette école. En fait, la fabrique, c'est aussi l'école Camondo, qui est une fabrique. Et qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle fabrique des architectes d'intérieur, des designers qui ont ensuite un point de vue, une pratique, des projets qui impactent ce que c'est que ces 2 disciplines. Et donc il est assez juste et important que justement les étudiants de l'école puissent prendre la parole au même titre que des designers confirmés autour de cette thématique. Je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole aux alumni. Clément Rouvier, Valérie Douang-Frachandre, Margot Padru et Marion Paillier, qui vont donc vous présenter leur projet de diplôme et lancer avec tout un tas de feux d'artifice et de joie cette 2e journée du Chaudron qui a pour thème la fabrique. Clément, la parole est à toi. Donc bonjour, moi je m'appelle Clément Rouvier et avant de vous parler de mon sujet de diplôme, je vais vous parler de mon sujet de mémoire qui s'appelle Génération Mad Max. Donc Génération Mad Max, en fait, c'est un mémoire qui s'intéresse aux low technologies. Donc les low technologies, c'est quoi? C'est un ensemble de techniques, d'objets, de services, de systèmes pratiques, de modes de vie, ou encore de courants de pensée simples et à la portée de tous. Donc c'est des systèmes qui doivent être accessibles, utiles et durables. Là par exemple en photo, on peut voir qu'en Inde, ils ont fabriqué un système de pompe à eau avec une moto.
une courroie qui est reliée à la roue arrière. C'est vraiment une science du bricolage en fait, qui est utilisée là-bas. Et, oula. Et à partir de là, j'ai voulu nourrir cette définition de la low-tech avec un autre point de vue, celui des films, et notamment avec cette série de films Mad Max, et qui se passe dans un univers bricolé en quelque sorte. Et donc cette saga de films, elle nous projette dans un futur exemple de toute production industrielle qui contraignait l'homme à user du système D pour subsister. Et du coup, dans ces films-là, je me suis dit, qu'est-ce qui est de l'ordre de la low-tech? Qu'est-ce qui est vraiment bricolé? Qu'est-ce qui est juste de l'ordre du signe? Là, par exemple, on peut voir Tina Turner qui... Je sais pas, j'ai cet exemple. On peut voir Tina Turner qui a une cotte de maille au milieu du désert sous 60 degrés. On peut s'imaginer que c'est pas du tout faisable dans un désert de porter ça. Elle finirait comme un poulet grillé, c'est pas du tout bon pour elle. Mais il y a des choses qui sont utiles à l'intérieur de ce Mad Max. Excusez-moi, je suis un peu stressé. Attendez. Il y a des choses qui sont utiles dans ce Mad Max, comme les voitures par exemple. Et les voitures ont vraiment été étudiées pour se déplacer dans le désert. Donc c'est des carrosseries qui sont enlevées pour être plus légères, pour utiliser moins d'essence. Essence qui est fabriquée à partir de déjection de porc qui produit du méthane. Enfin voilà, il y a tout cet univers low-tech qui sert à quelque chose avec ces voitures-là. Et en parallèle de ça, j'ai voulu créer une petite fiction à partir de la photo de cette femme que j'ai trouvée dans un livre de Jules Verne avec une fleur de violette séchée, que j'ai appelée Violette au final, et qui est c'est un personnage qui est une globe-trotteuse qui va parcourir le monde. Sur le côté, il y a des photos de ma mère du coup, donc j'ai tout mélangé. Mais elle parcourt le monde, elle va regarder les animaux insectes qui font de la low-tech aussi, qui vont récupérer des objets, qui vont tout récupérer pour fabriquer leur système de survie. Donc là, on voit le Bernard l'ermite, par exemple, qui va récupérer une canette pour fabriquer son habitat. Et en fait, le Bernard l'ermite, il s'en fout de savoir si c'est naturel, si c'est industriel. Lui, ce qu'il a besoin, c'est de se protéger. Donc cet animal fait feu de tout bois en récupérant tout ce qu'il trouve autour de lui. Et à la fin de ce mémoire, c'était à quoi ressemblerait ce monde dystopique, ce monde où toute activité industrielle aurait cessé. Une autre génération Mad Max. Alors dans mon livre, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Thomas, et il a bien accepté de porter mes tenues. Et Thomas, voilà, ce serait un des personnages d'une tribu, une tribu futuriste, une tribu qui évoluerait avec tout ce qu'elle trouve autour d'elle sur son passage. Voilà, les fragments de notre époque, cette tribu les récupérerait, et ça donnerait naissance à ces personnages caractéristiques qui donneraient un message, qui serait un message des possibilités infinies que ces rebuts que l'on a autour de nous disposent. Donc une tribu qui évoluerait sur les rivages et qui créerait leur micro-architecture corporelle pour communiquer, pour évoquer un nouveau système de langage avec elle et se créer à la manière de ce Bernard l'ermite cette carapace. Donc là par exemple on a donc c'est The Fisherman que je l'ai appelé comme ça, et c'est une amie qui a récupéré ce filet de pêche donc auprès d'un pêcheur qui n'en avait plus l'utilité. Et à partir de là, j'ai fabriqué donc un système de protection à partir de ce filet de pêche, de câbles de fibre Ethernet et de tuyaux PVC. Donc le but, c'est vraiment de voir des assemblages qui pouvaient se coïncider entre eux, comment appréhender cette matière qui est une matière qui est morte, qui a perdu tout son système de base, vu que c'est un déchet, vu qu'on l'a récupéré par terre. Et comment cette matière peut se mettre en forme. Et vraiment, c'était de dialoguer avec tous ces matériaux. Donc là, par exemple, avec la tenue de palmier, donc du personnage numéro 2, c'était de m'intéresser vraiment au palmier dans toutes ses particularités. C'est très présent en Méditerranée, le palmier, et j'en voyais beaucoup par terre, et je me suis dit qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire, tant au point de vue graphique, donc qui était au niveau de ce cuir naturel que ça formait, de ce cirage qu'il y avait sur l'écorce, que vers le côté technique. Je me suis rendu compte avec les expérimentations qu'on pouvait thermoformer le palmier en le trempant dans l'eau ou en le passant avec un fer à passer. Les systèmes de liaison, c'est une partie qu'il y a sur le palmier aussi qui est très résistante et en même temps assez flexible pour servir de lien. Et il y avait cette partie graphique qui est une partie qui est située entre la grosse écorce, enfin l'écorce et le tronc, et qui servait, assemblé avec du bambou, de se mettre en forme de cette manière-là. Et donc c'est vraiment un nouveau système de langage qui se crée avec ces éléments-là. Par exemple, un casque de chantier peut devenir une protection à la tête, devient une protection pour le thorax. Et c'est comment non seulement ces systèmes-là vont avoir une autre alphabétisation, une autre définition,
que la manière dont on va les remettre en forme. C'est-à-dire que j'ai dû communiquer aussi avec ces objets-là, me rendre compte que des fois, en forçant la matière, c'est pas très bon. Il faut peut-être juste les découper plutôt que de les passer à la chaleur pour les mettre en forme. Enfin voilà, c'était tout un système de communication qui se faisait avec ces éléments-là. Tout comme par exemple avec ce changement d'alphabet qui se fait par le système de voile que j'ai fait à partir d'une voile récupérée à la Seine-sur-Mer. Et là, c'était vraiment de créer des systèmes de plis pour mettre en forme cette voile de 10 mètres que j'ai trouvée. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que dans ces déchets-là, il y avait une histoire qui se mettait avec. On peut voir que là, la voile s'est gorgée d'une autre histoire. Elle s'est gorgée de l'endroit où elle était, de cette moisissure, de ces algues. On ne sait pas trop ce qui s'est passé avec cette voile. Mais elle a récupéré une histoire au fil du temps et qui méritait d'être mise en avant, qui méritait d'être mise à un nouveau système et de reprendre un nouveau langage. Donc dans ce langage-là, il y avait aussi l'origine de ces objets-là, là qui était une voile, et comment redéfinir ça à travers un costume. Et donc là, ça prend la forme d'un costume qui va se déployer à la manière d'une voile, comme si l'objet revivait d'une certaine manière par son passé, tout en réactivant quelque chose de nouveau et en devenant un nouvel objet. Donc ça a donné lieu à toute une cartographie du littoral que j'ai trouvée, que j'ai récupérée. Tous ces objets-là, j'ai pu jouer avec comme avec une partition et les assembler au fur et à mesure sur les tenues. C'était vraiment un aller-retour constant entre les objets que je trouvais, le dessin et le costume qui prenait vie au fur et à mesure. Donc voilà, c'était des objets, à savoir comment se comportaient ces objets-là, mais aussi quelle était leur définition, comment on les appelait dans notre milieu, la composition qu'ils avaient et le lieu où je les avais trouvés. Là par exemple, on peut voir qu'il y a le ballon Wilson du film Seul au monde sur le côté. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Il y a toute une petite histoire comme ça qui est tant dans l'univers cinématographique que dans l'univers que l'on récupère du monde actuel qui se mettait en avant. Et donc par la suite, c'était pourquoi le costume surtout dans une école d'architecture d'intérieur. Parce que je voulais parler avant tout, pour moi l'architecture d'intérieur c'est vraiment je parle d'intériorité du corps, un peu comme avec ces systèmes de Bernard Lhermitte. Pardon. Et c'était pour réduire cette distance aussi qu'on avait avec. C'était un défi de partir d'un objet qui soit dégoûtant, qui soit pas très agréable. Et le défi était de le mettre au plus près du corps, mais pas seulement pour ça, pour aussi le réactiver, que le corps devienne le support de langage de cet objet-là, qui reprenne vie, un peu comme dans La Belle et la Bête avec tous les petits objets qui commencent à se réactiver. Et comment ces objets-là prennent vraiment leur envol. Et comme disait Rebecca Horn, que ça crée un nouveau système de séduction, d'archétype, c'est disparaître et faire corps avec l'objet et l'ensemble de l'espace. Donc voilà, au final, c'est toutes ces questions-là de ce projet. Ça parle de métamorphose, de prise de résurrection et de nouveaux langages. C'est vraiment qu'une histoire de langage. C'est pas juste de transformation de l'objet. C'est vraiment pour moi, l'écologie, c'est vraiment un nouveau langage. Et donc ce langage-là a été mis. Donc je vais pas vous la montrer en entier parce que c'est assez long. Elle dure 7 minutes, mais une performance est née justement de ces recherches. Et alors attendez, je vais vous mettre le son. Du coup, on n'entend pas le son. Mais voilà, du coup, j'ai fait cette performance a été faite au Salon des Pesquiers hier. Et cette performance, en fait, ça se fait dans ce lieu qui sont des anciens salins et qui, à partir de 95, sont devenus une réserve naturelle. Donc, on se retrouve vraiment avec ces objets aussi de base qui sont d'une construction de l'homme et de construction naturelle. Et ce personnage-là, voilà, va évoluer avec donc le performeur, pardon, c'est Joachim Marquez, qui est un ancien étudiant des Beaux-Arts juste en face, et qui va être ce support corporel à ce nouvel objet, à cette nouvelle architecture corporelle. Et voilà, il va lui donner vie. Il va communiquer avec, il va essayer de comprendre ce nouveau langage et en créer un nouveau avec lui pour voir comment il se déplace, comment il s'ouvre, comment il communique tout simplement. Il y a des moments où il doit faire face aux éléments extérieurs qui sont sur cet endroit qui semble un peu à une dystopie, avec un désert de sel immense. Et il évoluera voilà, à travers ça sur cette grande plaine. Et voilà, en fait, c'était aussi prendre aussi
ce mythe de d'Icare et Dédale, qui est un... Donc je sais pas si vous connaissez. C'est en fait, Icare, c'est un... Bon, vous devez connaître, c'est le personnage qui est... je sais pas si vous connaissez. Vous connaissez? Ouais, le mythe d'Icare et Dédale. Voilà, c'est un peu ce personnage qui, après avoir volé trop près du soleil, se retrouve sur notre Terre, écrasé, et viendrait récupérer tous ces objets-là afin de se racheter, de se renvoler une nouvelle fois vers les cieux. Donc il va essayer de redéployer ses ailes, de recréer avec ce qu'il trouve. Attendez, je fais des petites avances. Et voilà, il va essayer de se racheter. C'est voilà, ce mythe d'Icare et Dédale que j'avais mis à l'intérieur. Mais voilà, j'ai terminé. Et c'est tout. Merci Clément. Voilà, une première illustration d'une des nombreuses thématiques qui peuvent être abordées autour de la fabrique, la question des imaginaires qui vient nourrir finalement les productions, réinterpréter les objets, réinterpréter les matériaux. Moi je le répète souvent, mais l'idée n'est pas de moi, elle est de Gaston Bachelard, c'est que la matière, si on ne la qualifie pas, en fait elle ne nous intéresse pas. C'est parce que justement on va lui associer des émotions, des sentiments que on va trouver que je sais pas, la sensualité du métal a une particularité qui nous plaît. Voilà, hier je citais ce que dit Bachelard à propos du regard de braise, c'est-à-dire il n'y a pas de braise dans un regard, comme il n'y a pas d'amour dans le feu. Et pourtant, notre façon d'appréhender le réel et d'être en relation avec lui, c'est de créer cette relation particulière. Et je trouve que ton travail, Clément, est une parfaite illustration de ce que c'est que pour un architecte d'intérieur designer que de faire des regards de braise. Merci. Valérie, je te cède la parole sans transition. Donc moi, c'est Valérie Douang-Frachambre et pour mon projet de diplôme, j'ai cherché un peu à questionner un peu notre manière de consommer le mobilier. Du coup, pour ça, j'ai développé un projet qui s'appelle Itération et qui est une gamme de mobilier personnalisable à monter soi-même et qui revalorise des chutes de panneaux de bois et de ses dérivés. Ces matériaux ils sont issus de filières de réemploi et de réutilisation de matériaux transformés et ce serait uniquement proposé à la location pour maîtriser au mieux le cycle de vie du produit. Du coup, en termes de conception, en fait, j'ai cherché à respecter la règle des 3 R, qui est d'abord le premier R, c'est pour réemploi, parce que le réemploi, pour moi, c'était une réponse à l'épuisement des ressources, à la crise des matériaux, et je me demandais pourquoi, en fait, prélever dans la nature des matériaux alors qu'il existe déjà un gisement qui est aujourd'hui pas assez exploité à mon goût. Ensuite, la réutilisation, c'est parce que le bois, il est trop souvent considéré comme un matériau renouvelable, alors qu'en fait, il est trop souvent associé à des usages qui sont, eux, éphémères. Et qu'il faut savoir que pour compenser le temps de croissance d'un arbre, il faut une durée d'utilisation équivalente entre 50 à 120 ans suivant l'essence de bois. Et que, en général, par exemple, dans les restaurants, quand on vous propose des plats à emporter dans des barquettes en bois, c'est pas forcément le packaging le plus écologique parce qu'en fait, justement, son utilisation, elle n'est pas durable puisqu'on va le jeter derrière. Du coup, ce que je cherchais à faire, c'était de surcycler la matière plutôt que de la recycler. Parce que souvent, quand on dit que qu'une matière peut être recyclée, elle va être broyée et pas réutilisée telle qu'elle. Ce qui est un peu dommage, alors qu'il pourrait être parfaitement un panneau de bois tel quel peut être réutilisé pour reformer d'autres mobiliers. Et la réparation, parce que j'ai cherché à la prendre en compte en amont dans le design par le dessin de pièces détachées qui soient facilement remplaçables ou réparables. Ce qui a donné lieu en fait au dessin d'un vocabulaire d'une douzaine de modules qui me permettait de former différentes typologies de mobilier. Et du coup, cette gamme de mobilier, elle se décline en 3 typologies. Donc un lit, une place ou 2 places, des tables basses et des tables à manger, ainsi qu'une variété d'étagères. Et du coup, dans ce tableau, il récapitule un petit peu avec quelle pièce on peut former quelle typologie.
Et donc on peut voir qu'il y a deux types de modules qui se dégagent. Donc il y a les 8 premiers sur la gauche qui en fait sont des pièces qui vont sont des pièces qui vont former la trame, une trame sur laquelle va venir se poser différents plateaux qui vont venir rigidifier la structure, et que chaque typologie, elle se compose d'un maximum de 6 pièces différentes qu'on vient multiplier pour former le meuble. Du coup, là, on a des maquettes de principe, parce qu'en fait, je voulais montrer qu'avec ces modules, on pouvait créer une variation au sein même d'une typologie. Donc, par exemple, au fond, on a des étagères verticales, et suivant comment on agence les modules entre eux, on peut vraiment jouer sur la profondeur des étagères et créer un rythme qui est différent suivant ce qu'on veut, ce dont on a besoin. On peut adapter selon ses usages. Et du coup, ce principe d'assemblage de panneaux, il dessine une trame qui m'a permis... Enfin, en fait, j'ai cherché à simplifier au maximum les pièces afin de faciliter le montage et d'utiliser la symétrie pour qu'on puisse ne pas... En fait, qu'on ne se trompe pas dans le montage, que le kit soit le plus simple possible. Et en fait, j'ai également cherché à réfléchir l'écosystème autour de ce projet avec un système de production et de distribution qui soit au même endroit. L'idée, c'était d'avoir que tout se fasse en circuit court et très local, et qu'à l'aide d'un réseau de partenaires, on puisse vraiment venir récupérer de la matière, la réceptionner, faire un inventaire très exhaustif avec les différentes dimensions des pièces des panneaux qu'on aurait récupérés, qu'on vienne démonter des objets pour en récupérer la matière, et qu'on optimise à un maximum vraiment les découpes faites dans ces panneaux pour recréer les pièces que je vous ai montrées auparavant. Du coup, on a une première ligne de production. On vient réceptionner la matière, donc tout ce que je vous ai dit avant. Et ensuite, au milieu, il y a tout l'atelier où on va venir découper, lameller-coller pour créer les pièces. Parce que les panneaux ne sont pas exactement forcément aux dimensions du mobilier. Donc, il faut venir en fait rapiécer des panneaux entre eux pour recréer des panneaux plus grands. Et ensuite, on va venir découper, fraiser, faire toute la phase de finition. Donc faire les chanfreins, découper des fentes pour emboîter les pièces entre elles. Et puis après, il y a toute la phase de ponçage, de nettoyage avant la distribution. Du coup, comme je disais, ce mobilier, c'est pas uniquement juste des meubles qu'on viendrait vendre, mais ce qu'on vendrait, ce serait un service de location. Car la gamme, elle serait uniquement disponible à la location, donc à la pièce. Donc on viendrait... Du coup, un meuble, par exemple, je ne sais pas pourquoi il est pixelisé là, mais ça pourrait donner ça. Là, par exemple, c'était le prototype que j'avais fait à l'atelier de la table. Donc on voit que donc, toutes les pièces du bas, c'est des pièces qui sont emboîtées. Par de l'assemblage très simple du mi-bois. Ensuite, on vient poser les plateaux par-dessus et tout est maintenu par des sangles. Donc, il n'y a aucune quincaillerie dans ce mobilier, ce qui fait que ce kit, il est facilement démontable, remontable plusieurs fois, sans qu'il s'abîme dans le temps. Et par exemple, si on venait peut-être casser le coin de la table sur un des plateaux, en fait, le plateau supérieur, il est décomposé en 8 différentes pièces. C'est-à-dire que si on casse qu'un coin, on peut venir remplacer un seul plateau plutôt que de remplacer tout le plan complet. Et du coup, on fournit avec ce kit donc, un mode d'emploi pour venir monter les pièces. Donc là, on peut voir qu'il y a 5 différentes pièces de panneaux, plus 6 sangles pour monter une table. Et à 2, c'est fait facilement en moins d'1 heure. Mais j'ai pensé aussi du coup un peu à l'expérience client. Donc si on revient un peu au plan,
En fait, il y aurait, attenant à l'atelier de fabrication, un espace un peu de showroom, boutique, où en fait, les différentes pièces de la gamme, les différents modules, ils seraient disposés dans une espèce de bibliothèque géante avec, puisqu'en fait, c'est que du réemploi. Il y aurait plein de coloris différents, des matériaux, du médium, des contreplaqués, différentes essences de bois. Et en fait, suivant l'arrivage, on n'aura pas toujours le même mobilier. Et c'est ça qui le rend personnalisable. C'est-à-dire qu'on va venir chiner dans les bibliothèques de matériaux les pièces qui nous plaisent le plus, recréer sa composition, la tester en magasin. Et ensuite, on crée un compte d'adhésion et grâce auquel on peut suivre le nombre de pièces qu'on a à la location. On peut venir retourner en magasin et interchanger des pièces pour si jamais on se lasse d'une couleur, on peut en changer. On peut aussi rendre une pièce qui aurait été cassée pour qu'elle soit réparée ou reconditionnée. Et donc on aurait accès à tout ça via une plateforme numérique avec un site internet, son compte. Et en fait, chaque pièce aurait enregistré son historique. On saurait par qui elle serait passée, combien de temps elle est restée auprès d'une personne un peu. Donc on suivrait vraiment toute son histoire. Et ça redonne un peu d'âme à l'objet plutôt que de dire qu'on achète quelque chose qui est neuf, qui n'aurait pas vécu avant. Là, justement, c'est un argument supplémentaire pour dire que ce mobilier, il dure vraiment dans le temps. Du coup, toute cette démarche, elle s'inscrivait dans une volonté d'économie circulaire où on vient revaloriser, distribuer le mobilier, le récupérer une fois qu'il ne répond plus à l'usage de l'individu. Et ensuite, il vient être reconditionné pour être à nouveau redistribué et qu'il ait plusieurs vies. Et du coup, c'est tout un cycle un peu vertueux où le mobilier, il n'aurait pas seulement une vie ou une seconde, mais 5, 6 et plus. Et je souhaitais aussi, en plus de cette économie circulaire, que ce soit un projet qui soit social et solidaire. Et du coup, l'atelier de fabrication, ce serait un atelier aussi de réinsertion professionnelle qui formerait à 3 types de métiers. Donc, le métier de valoriste, donc c'est celui qui va venir récupérer et valoriser la matière, les objets collectés. Il organise vraiment toutes les démarches de collecte, il fait les inventaires de matériaux et il va évaluer ce qui est valorisable ou non. Ensuite, il y a le métier de menuisier, évidemment, donc celui qui va fabriquer le mobilier. Et on peut initier à diverses techniques. C'est des pièces qui sont simples à fabriquer, mais qui peuvent être faites avec différents outils et de plusieurs manières. Et ensuite, le dernier métier, ce serait celui comme conseiller de vente ou chargé clientèle qui viendrait expliquer vraiment le service, son fonctionnement, accompagner les clients dans la création de leur compte et qui sensibilise à la bonne gestion des ressources, aux notions d'éco-conception et pourquoi consommer de cette manière plutôt que de manière traditionnelle. Et en fait, du coup, avec ce projet, ce que je voulais, je voulais un peu agir, à mon échelle, du coup, sur la transition écologique, en proposant une alternative, du coup, et qui puisse questionner cette nécessité d'être propriétaire de son mobilier par rapport à l'espérance de vie de l'objet. En fait, le mobilier, il peut durer finalement parfois plus longtemps que nous-mêmes. Et du coup, je voulais penser à ce mobilier à différentes échelles, à l'échelle de l'individu, du coup, de réfléchir à l'expérience du client en lui-même, du coup, lui, toutes les démarches qu'il aurait à faire et est-ce que ça change tant que ça le change tant que ça dans son quotidien, dans sa manière de consommer. Est-ce que ça lui demande beaucoup d'efforts, mais aussi réfléchir à l'échelle de l'écosystème, à tous les acteurs qui sont impliqués dans ce processus de fabrication et de distribution pour essayer de trouver un équilibre entre tout ça et de faire au mieux avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Merci beaucoup Valérie. C'est tout aussi passionnant et puis vous voyez c'est un autre volet
cette thématique de la fabrique. Finalement, en interrogeant la consommation, Valérie, elle nous propose d'interroger notre relation aux objets et aux matériaux. Et surtout, ce que je trouve particulièrement pertinent et un vrai levier pour vous pour penser la fabrique contemporaine, c'est que son projet, il montre comment le modèle industriel n'est justement pas un modèle, c'est un outil. Et il faut enfin, c'est Adorno et Horkheimer qui disaient ça, hein, le problème de l'industrie, c'est qu'on en a fait un modèle civilisationnel, alors qu'au départ, c'est simplement un outil de production. Et on voit comment, en réinterprétant l'outil et en commençant par l'analyser, le décortiquer, enfin, mettre à jour un peu toutes les interdépendances, les interrelations qui amènent un objet. Et en les réinterprétant, on peut justement proposer d'autres modèles consommatoires, d'autres modèles de propriété, d'autres modèles de réemploi, de fabrication, etc., etc. Alors le temps que Margot, branche le câble, et je lui céderai ensuite la parole. Alors, comme disait Jacques Martin, mais vous ne devez pas connaître Jacques Martin, le monde est à vous. Donc pour moi, ce projet, il a commencé avec la conférence de Gilles Ramstein, qui est un climatologue et directeur de recherche au CEA. Donc en fait, il va évoquer le rôle humain dans la désertification. Donc il explique qu'en à peine 2 siècles, l'homme il s'est hissé il s'est hissé à son tour au rang de facteur déterminant du changement climatique. Donc il a transformé son environnement par la pression anthropique qu'il lui a fait subir. Donc la déforestation, le développement de l'agriculture intensive, l'exode rural, l'urbanisation, enfin tous ces comportements en fait qui ont engendré une dégradation des sols et donc une désertification. Donc questionner en fait nos gestes et nos usages face au paysage en tant qu'architecte intérieur et designer me paraît aujourd'hui nécessaire, donc que ce soit dans la conception ou dans la réalisation des objets ou des espaces. Donc en fait moi c'est des réflexions que j'expérimente dans mes projets que j'ai réalisés, enfin que je réalise ou que j'ai réalisés. Donc découvrir un territoire, l'accompagner, ne pas chercher à l'apprivoiser. Donc d'une certaine façon faire union avec lui afin de chercher à cohabiter et lui redonner ou lui donner une liberté créatrice. Donc Alexis Pernet dans son ouvrage Carnet de voyage pose la question: et si l'avenir des paysages se décidait dans le soin que l'on met à les regarder, à les comprendre et à les saisir comme lieu de dialogue? Donc moi, c'est des mots qui m'ont beaucoup accompagnée, inspirée dans la conception de mes projets et notamment celui de mon diplôme. Donc je me suis intéressée surtout à la création d'un dialogue et l'expérimentation d'un langage avec le paysage. Donc j'ai commencé à étudier cette approche à partir de la 4e année et continué en écrivant mon mémoire. Donc en fait je suis partie en itinérance au fil des mois dans un village rural en Auvergne qui s'appelle La Grêle. Donc par le biais de la photographie, de la collecte, la vidéo, la rencontre et la cartographie. J'ai tenté de comprendre en fait ce qui structure et administre ce territoire rural afin de pouvoir redessiner son paysage. Donc en fait ce mémoire il prenait la forme d'une exploration expérimentale qui cherche à questionner aussi bien l'histoire de ce milieu que ses possibles évolutions auxquelles sont confrontés le métier d'architecte intérieur et designer. Donc après ces recherches, j'ai souhaité cette fois-ci étudier nos relations avec l'eau, qui est la source de toute vie.
Donc au fil du temps, les aléas climatiques augmentent la sécheresse, entraînent une baisse des précipitations. Et l'eau, ça représente une de nos plus grandes richesses, c'est un bien commun et c'est une ressource qui est fragile à préserver. Et c'est surtout un lien majeur entre les hommes et les écosystèmes et dont la gestion a littéralement façonné les territoires. Donc en France, on consomme en moyenne 145 litres d'eau potable au quotidien et la majorité de ces volumes d'eau, en fait, elle est prélevée des eaux souterraines, donc des nappes phréatiques. Et de son point de prélèvement jusqu'à son utilisation, elle doit subir des transformations qui font appel à de nombreuses infrastructures et de nombreuses énergies. Et donc dans ce projet, pour mon diplôme, je me suis demandé comment on pouvait, en tant que justement designer, sensibiliser à ces transformations et comment on pouvait transmettre ces échanges. Donc au départ de cette réflexion, je cherchais à comprendre d'une façon globale en fait, la circulation et les distributions de l'eau dans la région avec un travail de cartographie. Donc en fait en utilisant des cartes d'archives et des vues aériennes, j'ai fait une étude de la partie tellurique des sols de la région, enfin pas loin de Toulon, dans les Bouches-du-Rhône, et de la surface. Donc en fait ça m'a permis de découvrir la plaine de Crau, qui est ici, qui est un territoire qui est situé entre la Camargue et les Alpes. Donc ce qui m'intéressait en fait dans ce territoire, c'est qu'il renferme en profondeur la plus grande nappe phréatique d'Europe et distribue de l'eau potable aux alentours, mais en fait il est incapable d'alimenter les bergers qui sont installés sur place en eau potable. Et c'est pour ça que j'ai choisi de m'implanter là-bas en fait pour étudier justement ce contraste. Donc la steppe de Crau, c'est un territoire rural qui est dédié au pastoralisme. Et pendant des milliers d'années, il y a eu des apparitions, des disparitions et des transformations sous l'influence des mouvements de la Terre qui ont participé à assécher le territoire. Donc pour me familiariser avec le territoire, je suis partie à la rencontre de ses habitants et ses paysages. Et c'est vraiment un projet qui a mûri au travers d'échanges et d'unions entre différentes disciplines. Donc en fait, j'ai vraiment repris la méthodologie de terrain que j'avais expérimentée pendant mon mémoire. Et de la même façon, en fait, j'ai collecté mes états de recherche, donc des différentes expériences que j'ai pu avoir sur le site, donc des archives, toujours des archives de terrain, des rencontres aussi, et des photos d'exploration de terrain. Donc en fait, j'ai beaucoup échangé aussi avec les acteurs locaux, et dont Thierry Dutoit, qui était le conservateur en charge des sols de la Crau et qui m'a beaucoup aidé, qui m'a aussi décrit son paysage comme un lieu mystique où le fantastique côtoie l'inquiétant, où les cailloux parlent, où il n'y a pas de repères spatiaux ou temporels. Et il m'a aussi présenté aux bergers de la steppe qui m'ont aidé à comprendre comment habiter en fait ce lieu désert. Avec une eau qui se fait rare. Donc au fil de mes discussions et de mes visites, je me suis alors intéressée aux puits, des grandes masses de pierres imposantes qui faisaient en fait le lien entre la nappe phréatique et les surfaces. C'était vraiment la seule architecture, le seul objet qui fait lien avec les profondeurs de la plaine. Donc toute cette première analyse, en fait, elle m'a permis de comprendre les problématiques actuelles en accord avec ce paysage et l'eau et de dessiner le projet. Donc après, dans cette démarche de projet, je me suis pas mal inspirée de Paola Antonelli, qui est auteure architecte italienne et qui énonce justement la notion d'un design restaurateur-réparateur. Donc faire du design dans le but en fait de porter assistance, de prendre soin en rapport avec l'écologie. Et c'est aussi mobiliser des connaissances transversales à travers diverses collaborations et décloisonner les spécialités. Donc en fait, j'ai souhaité reconsidérer les ressources physiques de la plaine, tant les matières visibles que ces énergies invisibles, afin de pouvoir se lier et faire projet avec elles. Donc c'est un projet avec comme point de départ le potentiel du matériau, la composition des sols, le comportement de la thermique et du vent. Donc en fait, ce projet il va utiliser le sol comme une façade permettant une connexion entre deux mondes et qui entraînerait un accès à l'eau potable. Donc en fait, il met en scène une suite d'objets qui questionnent les relations aux éléments du territoire, au regard des gestes, des échanges et des usages que nous avons avec l'eau, mais aussi au temps et à l'espace. Donc pour mettre en place la transformation d'une eau brute en eau potable, les systèmes sont pensés avec des technologies simples, accessibles, qui font appel à des moyens courants et localement disponibles.
Donc inspirés de la low-tech, ils répondent à des besoins essentiels de l'individu, donc qui est ici un accès à l'eau. Donc en fait, ce circuit, c'est un circuit hydraulique en accord avec le mode de vie pastoral qui s'articulerait en 4 différentes étapes. Donc l'arrivée de l'eau avec le puits, la récupération avec le filtre et ensuite son transport avec des récipients nomades. Donc en fait, ça va être le puits qui prend la place de l'élément central du parcours, donc qui va représenter la source. Et c'est vraiment l'architecture interface entre ces deux univers qui caractérise un espace vertical et une énergie commune. C'est l'espace du territoire et l'espace de la matière aussi. Donc en fait, pour utiliser le puits comme repère, un dispositif aux allures de campanile qui est ici est pensé avec lui. Il marque l'arrivée de l'eau grâce à un signal sonore qui joue avec les mouvements de la nappe phréatique. En fait, il va se connecter à la profondeur des sols grâce à un câble qui passe par 3 différentes cloches reliées entre elles et tendues par un poids flottant. Et lorsque la nappe va monter en saison d'été, le poids vient alors flotter et avec le vent, va déclencher le son des cloches. Donc ça, c'est un objet, une installation qui n'a pas été réalisée parce qu'on n'avait pas le temps de la mettre en place avec les artisans, parce que j'ai rencontré aussi un artisan, donc Damien, qui est un artisan qui réalise des sonnailles en fait pour les troupeaux transhumants de la plaine. Donc il m'expliquait que lorsque les bergers en fait partaient en transhumance, qui pâturent pendant environ 15 à 25 km par jour avec leurs troupeaux, et en fait quand ils entendent plusieurs sons de sonnailles au même moment, cela leur évoque une rivière qui coule. Et dans cette idée symbolique, en déclenchant ces 3 cloches, on cherchait à faire écho à ce récit, et de la même façon, un peu qu'un clocher indiquait la présence du sacré. Donc c'est vraiment cette installation qui marque le point de départ du cycle et qui déploie des objets à manipuler afin de le faire vivre. Donc dans ces objets, il y a le filtre, j'ai travaillé avec un artisan qui s'appelle Adrien Collin, qui est un artisan verrier. Donc en fait, le filtre, c'est un fragment soufflé en verre qui a des allures un peu d'alambic sculpté par le soleil. Et en fait, il naît d'une respiration, c'est du verre soufflé comme un air qui viendrait en fait façonner la pièce. Le filtrage, il est basé sur un système d'évaporation, donc avec l'importance thermique du lieu qui va faire monter en chaleur l'objet en verre, qui au fur et à mesure, en fait, par condensation, va purifier la ressource. Ça marche un peu comme un désalisateur. C'est un processus lent qui, par goutte à goutte, conduit à la patience et à la conscience de la transformation de l'eau dans l'idée d'une expérience sensorielle. Donc cette eau transformée, ensuite, elle est destinée à être transportée par le berger. Donc pour cela, j'ai voulu faire référence à l'ampoula, qui est une gourde paysanne anciennement utilisée par les travailleurs des champs ou les bergers dans cette région. Donc c'est un récipient nomade au volume sphérique aplati qui permet une liaison avec le sol. Donc en fait, il est pensé en terre cuite non émaillée, donc poreuse, et qui va permettre en fait au contenant de bénéficier de la fraîcheur du sol et réguler la température de l'eau grâce justement à cette forme aplatie. Donc en fait, ces 4 objets du cycle, ils sont liés. Ils se répondent afin de produire de l'eau potable et la conception de tous ces objets, elle a été pensée de façon très brute et artisanale, donc incluant le corps tel que le souffle pour le verre, les mains avec la terre, mais aussi des savoir-faire qui nécessitent une vraie transmission, un échange vivant comme avec Damien. Donc ce qui a fait en fait évoluer les objets de leur conception jusqu'à leur réalisation. Il n'y avait aucun plan fixe. Et cette dimension esthétique primitive, quasiment sculpturale, en fait, elle cherchait à donner une place à l'essentiel et à la transformation de l'eau. Donc en fait, ce projet, pour moi, il cherchait à faire une démonstration des forces de l'environnement, donc de sa grandeur. Il cherche à valoriser des échanges, des rencontres et des unions afin de développer de nouveaux communs. Et ce cycle, en fait, il s'inscrit dans une quantité d'eau minime, mais c'est pour souligner la fragilité de cette ressource. Et ce projet, c'est plus un récit qui raconte un conflit écologique et qui fait place à d'autres voies et à d'autres formes d'existence. Voilà. Merci beaucoup. Encore une autre facette de la fabrique, vous vous en doutez. Territoire, paysage, soins, eau. Je trouve que ce qui est particulièrement frappant, c'est comment justement la question de l'attention, ou
voilà, montre comment en fait on fabrique la relation aux choses. Si on est attentif, on n'a évidemment pas le même regard, pas la même relation, pas la même interaction que si on n'y est pas attentif. Et finalement, voilà, ton projet témoigne de ça. Moi, il y a une citation de Simondon que j'aime beaucoup, je trouve qu'il colle bien à ton propos, c'est l'idée que l'humanité habile est celle que le monde accepte. Et donc l'idée que l'habilité technique, c'est pas de façonner le monde à notre image, c'est au contraire d'épouser en quelque sorte voilà, les relations, les environnements, les dénivellations qui nous entourent. Sans transition. Allô. Donc, bonjour à tous. Donc moi c'est Marion Payet et donc je vais vous présenter à mon tour mon sujet libre qui s'intitule Trimurti sur les centres d'un territoire. Donc c'est un projet qui va traiter la notion de la mort, de la vie, de la réincarnation et de l'invisible. Donc avant de commencer à vous parler de ce sujet libre, je vais commencer par parler de mon mémoire qui s'intitule Nous sommes des champignons, qui évoque pour moi, à travers ce mémoire, j'ai essayé d'évoquer l'histoire étonnante de ces organismes vivants. Donc ça a été un vrai travail d'analyse, d'observation, d'interprétation et qui m'a permis en fait de comprendre ce monde qui m'était si mystérieux. Donc ces champignons, ce qui m'intéressait, c'était vraiment leur rôle en fait qu'ils entretiennent avec leur environnement. Donc ce sont des organismes, avec même les organismes qui y habitent, ce sont des organismes qui fonctionnent en réseau invisible et qui ont la particularité en fait de connecter des éléments entre eux, par exemple les arbres ou les autres végétaux. Et ils font partie en fait des pionniers des écosystèmes et de la vie sur Terre. Donc ce qui m'a particulièrement interpellée lors de mes recherches, ça a été la capacité de ces organismes à utiliser les éléments dits morts pour amener de la vie. Donc en fait, c'est une manière pour eux aussi de se nourrir. Donc ils vont par exemple utiliser, se nourrir des arbres morts, même des animaux morts, et après amener, faire que les végétaux puissent pousser plus facilement. Donc ça a été vraiment sur cette réflexion de la vie après la mort, de la régénération, etc., que j'ai souhaité orienter ma réflexion de sujet libre. Donc en fait, naturellement, ma réflexion s'est orientée vers un projet qui était lié au territoire de la Méditerranée, vu que j'étais étudiante ici. Donc j'ai souhaité traiter sur les enjeux et un thème assez local. Et tout en conservant donc, cette idée, comme je vous l'ai dit précédemment, autour des champignons, de la forêt, de la réincarnation, etc. Donc naturellement, je me suis intéressée aux forêts du sud de la France. Et en fait, quand il y a des très belles forêts, c'est sûr. Mais il y a surtout en fait un gros problème qui m'est quand même revenu pas mal de fois, c'est les feux de forêt, qui sont un gros problème réguliers dans tous les étés dans le sud de la France et qui sont malheureusement liés aux problèmes climatiques actuels. Donc en fait, ce qui m'a pas mal interpellé, c'est que principalement ces feux sont malheureusement souvent causés par l'homme et ça dévaste en fait des dizaines de milliers d'hectares de nature vivante et ça bouleverse tous les écosystèmes et ça laisse vraiment des paysages complètement détruits et meurtris. Et en fait, là, même vous avez pu le voir avec les incendies de cet été dans les Landes, maintenant on parle de méga-feux. Donc ces méga-feux, il y en avait avant c'était des méga-feux, il y en avait que en Australie et maintenant ça commence vraiment à se développer en France. Donc il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là. Et donc j'avais toutes ces informations. C'est un sujet qui a commencé vraiment à me passionner parce que je m'étais jamais vraiment portée sur ce problème climatique. Et donc je ne savais pas trop quoi faire de toutes ces informations qui étaient très riches. Et surtout, en fait, comment utiliser cette forêt qui était morte quelque part, complètement dévastée. Comment l'utiliser, comment lui rapporter une forme de vie quelque part. Et surtout, quelle était la place de l'homme après son action, après l'incendie, en fait. Donc en fait, moi, je me suis intéressée pour mon sujet sur un feu de forêt qui s'est passé l'été dernier, donc en août 2021, dans le massif des Morts. Donc ça a été un incendie sur plus de 10 000 hectares qui a vraiment bouleversé toute une région parce que ça a même touché des habitations.
Donc, je me suis, j'ai pas mal appelé des associations qui travaillaient en fait au sein du Var, des associations, enfin des forêts du Var, et j'ai collaboré avec une association qui s'appelle l'ASL, qui en fait une association qui s'occupe des forêts privées du sud, enfin du sud du Sud-Brévavoise. Et ensemble, donc moi je leur ai expliqué un peu ma démarche autour de la régénération, de la vie après la mort, etc. Et l'échange qu'on a eu était très constructif et très intéressant. Et en fait, ils m'ont dirigé naturellement vers une sorte de village que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Trimurti Village, et qui était un ancien centre de bien-être spirituel où en fait il y avait des pratiques où il y avait un public qui venait pour avoir des pratiques de bien-être, de méditation, de yoga, et même il y avait des pratiques de chamanisme. Et en fait, ça a été un site qui m'a de suite interpellée. Ah mince, depuis tout à l'heure, j'oublie de passer mes slides. Pardon, je suis tellement dans mon discours. Je sais plus où c'est du coup. Voilà, ça c'est le Trimurti, le plan du Trimurti. Voilà. Donc, c'est en plein centre de la nature, enfin de la forêt, et c'est entouré de végétation, de montagnes. Enfin, vraiment, il y a un point de vue incroyable. Et en fait, du coup, ce territoire, quand je suis allée sur place, donc j'ai rencontré la propriétaire qui s'appelle Isabelle Le Baillon et qui m'expliquait, donc comme je vous l'ai dit, qu'il y avait vraiment c'était vraiment un univers, ce village. Voilà, ils accueillaient tous les ans, en fait, ils faisaient des stages où il y avait du chaman, où en fait tout se pratiquait pratiquement, en fait, les activités se faisaient pratiquement, enfin, toutes dans la forêt. Et du coup, tout a complètement brûlé. Donc là, il n'y a plus que des ruines, en fait, sur le territoire. Donc là, on aurait dit des petits cheveux. Enfin, c'était vraiment, il n'y a plus de végétation, c'est assez mort. Et c'était vraiment une sensation particulière parce que même l'odeur était brûlée alors que ça faisait quand même plus de 6 mois que le feu était passé par là. Donc voilà, je parle beaucoup. Donc voilà, donc en fait, Isabelle, quand j'ai discuté avec elle, elle était dévastée forcément parce qu'un feu, ça repousse pas du jour au lendemain. Ça met du temps et en fait pour elle c'était très important en tant que designer, futur designer que je pouvais être et designer que je suis actuellement, en fait de conserver cette dynamique qui se passait en fait avant l'incendie à Trimurti, qui était de conserver en fait une activité spirituelle et parce que il y avait cette histoire en fait qui lui tenait à cœur et qu'elle voulait conserver. Donc elle m'a fait rencontrer un chaman qui avait bossé pas mal de temps sur le village de Trimurti avant l'incendie, qui s'appelle Patrick Daquet, donc avec qui j'ai beaucoup discuté, qui est une chouette personne. Et en fait, on a ensemble, il m'a expliqué du coup toutes ces pratiques autour de la croyance animiste. Donc en fait, les chamans à la base, je pourrais pas donner une définition exacte d'un chaman, mais si je peux donner une petite branche en tout cas de leur définition, ce sont des guérisseurs naturels. Donc c'est pour ça que le public en fait venait sur place pour avoir ces pratiques lorsqu'ils allaient mal et tout. Et en fait, cette rencontre, elle m'a pas mal interpellée parce que en fait, j'avais devant moi un territoire qui était pour moi malade, complètement mort. Et je trouvais ça intéressant en fait de faire ce lien avec cette croyance animiste, les pouvoirs quelque part du chaman à guérir, etc. avec le travail du designer. Donc en fait, ensemble, on a travaillé autour d'objets de rituels dans le but en fait de réaliser une cérémonie. Donc moi ça a été dans son expérience, lui il me disait qu'il y avait souvent des outils qu'il utilisait qui étaient des outils de transition entre deux univers. Et donc moi j'ai décidé de partir sur ces objets de transition qui seraient des objets qui permettraient par la suite de scénographier le lieu et de partir sur une cérémonie.
Donc, on retrouve comme objet, donc j'ai travaillé autour du tambour, qui est très présent dans le chamanisme, de l'assise, du masque et de l'appui-tête. Donc, par la suite, après ces échanges avec le chaman, donc j'ai décidé de contacter un artisan local qui s'appelle Corentin Joubert. Donc, un artisan avec lequel donc, j'ai pu faire ce travail, continuer le travail de création. Donc on a travaillé au sein du territoire avec des arbres qu'on a trouvés qui étaient malades ou morts. Et ensemble, en fait, on a décidé en fait, de travailler autour de la renaissance et de la réincarnation d'éléments morts sur place, et afin de donner un nouveau souffle et une nouvelle vie aux matériaux. Donc avec Corentin, moi j'ai décidé de travailler avec cet artisan parce que ça a été un réel échange que j'ai eu avec lui, et je l'ai choisi vraiment aussi pour ce qu'il aspirait au niveau de la matière et de la fabrication. Donc c'est vraiment une approche très singulière, physique et intime qu'il entretient avec la matière, et ça a été très intéressant. Et en fait, moi, j'avais pas forcément de dessin proprement parlé quand je suis arrivée. Enfin, j'avais des intentions d'objets, de masques, etc. Mais c'est vrai que j'ai vraiment apprécié travailler avec lui parce que ça a été une sorte de collaboration qui s'est installée naturellement, où moi, j'avais jamais travaillé avec des morceaux aussi imposants d'arbres qui étaient morts, qui étaient impactés par le feu, etc. Et du coup, lui, naturellement, en fait, il connaissait le bois mieux que moi, donc en fait les objets ont commencé à évoluer à ce niveau-là. C'était plutôt chouette. Et donc voilà. Donc en fait, on a travaillé de manière avec des outils très traditionnels. On a essayé de travailler de manière la plus simple possible et radicale. Donc avec des courbures naturelles de bois. Et voilà, donc en fait après, ce sont des objets qui s'implanteront dans le paysage. Donc après cette étape de création, j'ai travaillé autour de la carbonisation, qui était pour moi en fait un processus symbolique autour de la métamorphose de la matière en fait, par cette carbonisation, on a refait une sorte de mémoire. On a reparlé de la mémoire de l'histoire de Trimurti. Donc voilà, donc ça a été vraiment un travail autour de la matière, autour de la transformation. Donc c'est volontaire aussi que les objets ressemblent à des sortes de morceaux de bois morts, brûlés, qui en fait lorsqu'ils vont s'implanter dans le paysage pour la cérémonie, se confondront parfaitement avec le paysage. Donc voilà, donc là c'est le tambour que vous avez vu précédemment, qui a plusieurs facettes. Ça c'est des croquis que j'avais fait de manière très c'est à peu près ces croquis-là que j'avais montré à l'artisan. Et ça, c'est le résultat après final. Donc un masque qui fait 2,10 m de haut, qui permet en fait la transition entre l'homme et l'environnement. Et voilà. Et donc là, c'est la collection des objets. Donc je suis désolée, j'ai plus de temps, mais je crois que je me suis un peu trop emballée au début et j'ai pas eu le temps de tout finir. Mais bon, voilà, j'ai encore plein de choses à dire, mais j'ai plus trop le temps. Désolée. Merci beaucoup. Non mais c'est pas grave de pas avoir trop de temps, parce que de toute façon justement on va essayer de garder quelques minutes pour que vos camarades vous posent quelques questions. Est-ce que vous avez quelques questions à poser à Tony? Bonjour, merci à tous déjà pour vos présentations. Dans la communication en fait que tu donnes, t'as déjà, je sais pas si on m'entend, tu fais déjà le choix de tout présenter en noir et blanc. Est-ce que tu peux l'expliquer un peu? Parce que justement, tu cherches à redonner vie à un moment, et voilà, ça m'intéresse de comprendre. Le choix du noir et... c'était une sorte... à la base, c'était une sorte d'identité qui m'est venue naturellement lorsque j'ai commencé à travailler. Je sais pas, il y avait... pour moi, ce projet, il devait être en noir et blanc par sa fin. C'est vrai que je me suis jamais posé la question, c'est vraiment devenu... je sais plus, j'ai du mal à répondre à cette question. Mais parce que peut-être que, vu que je suis partie je pense que c'est ça, d'un espace qui était mort, pour moi, du coup, il y avait, quand je suis arrivée sur le territoire, tout était noir. Donc en fait, naturellement, j'ai eu une identité graphique qui s'est dirigée vers le noir.
Et vu que la cérémonie, je ne sais pas si on a bien compris, mais le but de la cérémonie, c'était déjà une prise de conscience du public sur l'état actuel de la forêt, sur l'impact que l'homme peut avoir sur les forêts, et surtout l'idée que en fait, ces objets servent d'éléments de guérison pour que la forêt puisse renaître de ses cendres quelque part, mais c'est très philosophique et spirituel, etc. Et en fait, vu que la cérémonie, j'ai pas eu le temps de la réaliser, qui est donc l'étape après la mort, peut-être que mon identité graphique est restée noire parce que je suis restée dans le thème de la mort pour l'instant. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ah oui, bien sûr, et c'est ça aussi, c'est parce que c'était même, oui, c'est un récit un peu ce que je raconte, un imaginaire, donc forcément je reste dans mes dessins aussi très imaginaires, c'est que je veux pas rentrer dans un détail qui ramène à une réalité alors qu'on est dans un spirituel. Je sais pas si c'est clair. Peut-être une dernière question pour pas prendre trop de retard et respecter le quart d'heure toulonnais, mais voilà, pas plus. Moi j'ai peut-être une question alors pour collective. C'est justement vous avez présenté et vos mémoires et vos sujets libres. Et je sais pas ce que vous avez. Parce que pour vous c'est une façon de mesurer ce que c'est qu'un diplôme de Camondo aussi. Et finalement jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut le déployer, sans que ce soit d'ailleurs limitatif ou exhaustif, mais je sais pas, est-ce que vous pouvez raconter un peu en quelques mots votre expérience de diplôme en fait, et puis peut-être voilà, comment finalement vous êtes fabriqué dans votre parcours à Camondo. C'est une question hyper dure, hein, je suis d'accord. Oui, donc déjà c'était terrible ce diplôme. On a tous pleuré tous les jours, mais après c'était vraiment génial à la fin. Mais en fait, moi ce que j'ai compris à Camondo, c'était que au-delà de, le but c'est pas de fabriquer un verre. C'est l'exemple que je donne à chaque fois à tout le monde pour faire genre le designer. Mais le but c'est pas de fabriquer le plus beau verre du monde, le plus joli, le plus ergonomique ou quoi. C'est plutôt le message qui va dire, un peu comme le projet de Margot. Je pense que à la fin de ces années, c'était plutôt de se dire que c'est l'histoire qui comptait dans ce truc, enfin dans ce verre. C'est plutôt que le rôle du designer, ça va être de faire comprendre l'importance de l'eau qu'il y a dans ce verre. Enfin, pour moi, c'est ça après que j'ai compris à Camondo. Et alors qu'au début, c'est vraiment du truc industriel, quelque chose de très pur, de très, très joli. Mais c'est ce qu'on a compris. Je pense que c'est ce que nos 4 projets veulent dire aussi, c'est comment on arrive à faire rendre compte de ça, comment on arrive à faire rendre compte de ce qu'on a, que ce soit des ressources ou n'importe quoi. Comment on fait comprendre l'importance d'une goutte d'eau qui reste dans ce verre et de la soif finalement. Donc voilà. Très bien, ça me va. Ça me fait penser. Hier, je citais William Morris, un de vos illustres prédécesseurs, qui justement définit les arts appliqués comme la qualité, comme la discipline qui donne des qualités ornementales aux objets utilitaires. Et en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'à la fois, il s'agit de faire de belles choses, mais il s'agit aussi de faire bellement les choses, et donc de prendre du plaisir en fait à les faire, et surtout que la dynamique de tout ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'appétit, c'est-à-dire d'assouvir justement sa faim, sa soif, sa curiosité, son plaisir. Et je trouve que voilà, la définition que tu donnes, Clément, résonne bien avec cette idée-là. Valérie. Moi, j'ai trouvé que par rapport à cet exercice de sujet libre, ce qui était le plus difficile et la question je pense, je suis pas la seule à m'être posée en continu sur tout ce semestre, c'était vraiment qui est-ce qu'on est et qui est-ce qu'on veut devenir en tant que designer, qu'est-ce que sera notre éthique dans notre pratique, quel message on veut véhiculer, quelle trace quelque part on veut laisser, parce que faire des objets, c'est aussi avoir en fait quelque part une responsabilité, parce qu'en fait des objets, il y en a vraiment tout un tas, il y en a suffisamment pour répondre vraiment à nos besoins,
mais quelle est la valeur ajoutée que nous, on va apporter pour justifier qu'on va mettre sur le marché un objet supplémentaire. Et parce qu'en fait, sur tout le parcours jusqu'à ce dernier semestre, c'est comme si on avait acquis plein d'outils, plein de manières de représenter les choses, de s'exprimer, et que ce dernier semestre-là, c'était vraiment, maintenant dites-nous qui vous êtes. Parfait. Je pense que Mathilde Bretillo serait tout à fait d'accord avec ça. Bernard, tu veux dire quelque chose peut-être et puis après un mot de conclusion rapide. Oui, rapidement, parce que c'est vrai qu'on a 4 super diplômes et 4 diplômes qui sont très différents les uns des autres. Hein. Et cette diversité, en fait, elle est riche. Elle est riche pour chacun d'entre eux, mais aussi pour l'école et puis pour l'extérieur aussi. Et donc, moi, je vais juste dire un petit mot parce que je dirige les diplômes. Et donc là, il y en a 3. Donc, 3 que j'ai dirigés, on ne peut même pas dire diriger, en fait, on accompagne en 5e année les diplômes. Et ce que vous avez vu, en fait, c'est le résultat de 4 années, voire 4 années et demie d'accompagnement sur des projets. Et ce qui est important, en fait, quand on arrive en 5e année, c'est d'être à jour, on va dire, de toutes les connaissances, hein, de toutes les références, de tous les savoir-faire, de tous les outils qui vont du dessin, de la photographie, de la 3D, la dimension technique, de l'écriture, pour pouvoir vraiment être à l'aise et développer vos projets, comme ils l'ont très justement dit, selon une propre écriture, une propre façon en fait de penser le design. Parce que c'est vrai que ce projet du sujet libre, c'est une façon pour vous, pour la première fois, de vous exprimer pleinement, en fait, en tant que designer que vous êtes et que vous allez être à la sortie. Voilà, bravo en tout cas à ces beaux diplômes. C'est toujours agréable de les revoir, merci. Hop. Alors, juste un mot rapide, en 3 lettres, comme dans Motus. Hop. Moi personnellement, ces 2 années surtout, je vais pas faire une promotion, mais à Camondo au Méditerranée, ça a été un grand déclic pour moi. Et ça m'a vraiment permis de trouver, je pense, ce que je souhaitais continuer de faire en sortant de l'école Camondo, mes intérêts, et voilà, et ça a été 2 années de diplôme et 2 années d'expérience et de kiff en fait au final. Non, parce qu'on n'ose pas, moi j'avais jamais vraiment osé m'affirmer sur mes idées que j'avais quand j'étais petite, de moisissures, champignons, la mort, le machin. Et en fait, ils nous permettent de prendre confiance en nous, en tout cas pendant ces 2 années de diplôme, et de y aller à fond. Et il faut pas avoir peur. Et après, c'est bon. Enfin, après, normalement, ça va. N'ayez pas peur, comme disait Jean-Paul II. Allez, moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Il faut vraiment prendre ce temps de diplôme comme un temps pour soi, pour son approche, il faut juste oser. Il y a 10 000 méthodologies différentes, mais tant qu'on les défend et qu'on y croit, ça va bien. Et c'est juste quelque chose qui aide à se développer après dans son travail et dans sa manière de voir le métier et comme disait Valérie, de ce qu'on veut être et où est-ce qu'on veut travailler, ce qu'on veut faire. Et le diplôme, c'est vraiment, si on prend bien ce temps, c'est vraiment un temps qui nous aide à nous construire, quoi. Parfait, merci beaucoup. C'était déjà 4 interventions très riches qui ouvrent tout un tas de perspectives et qui font écho, je le sais, à des interventions qui ont eu lieu hier. Je sais pas, j'ai pensé à Axel Grégoire, par exemple, une des autrices de Terraforma, à Raphaël Pluvinage, un des fondateurs du studio Pinafo Pluvinage, et à toutes sortes d'autres choses. Je pense que les 2 interventions qui viennent, celle de Tony Joanneau,
qui s'interroge sur le noir et blanc, mais qui va vous présenter son travail de bio-ennoblissement, fait écho aussi à des choses qui ont été dites ici, et Emmanuel Bonnet qui va nous parler de redirection. Non, si, c'est bon. De redirection sera aussi tout à fait passionnant. Voilà, je vous laisse rejoindre les espaces qui sont dédiés aux deux conférences qui vont avoir lieu, donc au 5e et au 4e.